Est-ce que vous êtes pour ou contre révision ou changement de la Constitution? C'est bien que vous posiez cette question. Vous savez, je suis un des acteurs en 2006, 2003, 2006 qui a participé à la réunification de ce pays, la réunification des armées, des administrations. On sortait, je veux dire, de 5 années de guerre et il fallait, dans cette réunification, mettre en place une constitution. Il y avait 3 composantes, il y avait des entités également, la société civile également qui participaient. Mais ces 3 entités composantes qui étaient ce que vous connaissez, étaient ceux qui ont, je dirais, favorisé et poussé à la mise en place donc de cette constitution. Il y avait des particularités que nous avons dû accepter. Il y a des consensus qui ont été faits. Rappelez-vous, il y avait d'abord Sun City 1, et ensuite Sun City 2. Une des composantes n'a pas voulu participer. L'accord global et inclusif. Il a fallu maintenant aller à Sun City 2. Et il y a des composantes qui sont venues, bien sûr, avec des exigences. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas pourquoi, de quoi les gens ont peur, en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du Présidium. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, dans la Constitution, et qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision. Et je vais vous donner ce que je pense. Moi, je vois, à mon niveau, 4 articles qui pourraient nous aider à évoluer. Et certainement qu'il faut attendre que le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission. Je dis, de quoi a-t-on peur? Laissons cette commission être mise en place, mais je pense qu'il y a des articles sur lesquels on doit pouvoir discuter. Lesquels? La question de l'article 10, sur la nationalité congolaise, qui est exclusive. Exclusive. Une est exclusive et qui ne peut pas être détenue concomitamment là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui ont dû quitter le pays, pas par leur volonté, soit parce qu'il y avait la guerre, soit parce qu'il y avait eu des problèmes politiques, et qui ont été, parce que pour ne pas devenir apatrides, ont été contraints de prendre une autre nationalité où ils sont installés. D'abord en demandant le titre de réfugié, et qui ne permet pas que vous soyez réfugié, et puis vous allez à l'ambassade prendre un passeport là-dessus. Et qui sont devenus et qui ont la nationalité, le passeport, je veux dire, de pays dans lesquels ils sont installés, mais qui ont certainement de cœur sont toujours congolais. Oui, mais ça, il ne faut pas un changement de la Constitution. L'article 10 peut rester en l'état, il est exclusive, mais dans le code de la nationalité, on va sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, dire celui qui a la nationalité congolaise d'origine ne peut pas la perdre. Ne peut pas la perdre, sauf s'il décide de la perdre. Mais si on passe à la double nationalité, il y a le danger des voisins. C'est ça la crainte depuis toujours. Mais est-ce que ce débat peut avoir à un moment donné lieu ou pas? Parce que vous pouvez mettre des restrictions aussi dans ce débat. Donc ça, c'est un exemple. Un exemple pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter? Moi, je dirais, là-dessous, sur cette question-là, arrêtons de nous voiler la face. Vous avez même dans les institutions aujourd'hui, et je ne citerai le nom de personne. Pas vous, hein? Pas vous. Non, je ne l'ai pas. Ok. Non, je posais la question. Non, mais vous pouvez y aller. Je suis tout à fait tranquille là-dessus. Oui. Ah oui? Ah bon? On a parlé de portugais. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Vous pouvez y aller, l'ambassade est là, vous leur demandez, ils vont vous répondre. Excusez-moi d'avoir posé la question. 4 articles. Premier article, l'article 10. Voilà, le 13. Article 13. Vous savez, il y a le 13 et le 51. On a introduit les notions de qu'il ne faut pas de discrimination, que nous sommes tous égaux, la race, les minorités culturelles. Dans le 51, on parle de promouvoir, bien sûr, la coexistence des groupes ethniques et de la protection des minorités. Il y a cette affaire qui avait été introduite à l'époque de la spécificité sur les minorités qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas contre, mais je dis simplement que, en ce qui me concerne, et je l'ai dit au moment à mes délégués en tout cas, parce que je donnais les instructions sur ces questions-là, si certains pensent qu'il faut absolument protéger et qu'il y a des notions de minorité, ça ne veut pas bloquer, je veux dire, la mise en place d'une nouvelle constitution. Mais moi, je disais déjà à l'époque, pour moi, il n'y a pas de minorité ethnique. Il n'y a que plus de 450 ethnies dans ce pays. Il y a toutes les ethnies, alors sont minoritaires. Mais aujourd'hui, tous nos problèmes, c'est parce qu'il y a un pays voisin
Oui. Mais moi, je dis qu'il faut trouver le droit de protéger ces minorités. Mais ça, c'est le discours, et je ne veux pas rentrer là-dedans. On pourrait avoir d'autres débats. C'est un discours. Mais je dis, nous, RDC, a-t-on aujourd'hui, peut-on confirmer qu'il y a des minorités, quelles qu'elles soient, au niveau des tribus? Est-ce que ça, ce sont les choses qu'on peut nous convenir et en discuter là-dessus au niveau de la Constitution? Il y a la question également de l'article 198 sur le choix de désignation de l'élection des gouverneurs de province, des sénateurs. Je suis très choqué de la manière, et vous le savez, la manière dont on devient gouverneur dans certaines provinces et sénateur là-dessus. Est-ce que on va continuer comme ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le contraire de ce que nous voulons tous? Alors, sur cette question-là, est-ce qu'on ne peut pas nous mettre d'accord pour dire que les gouverneurs soient également élus au suffrage direct, issus d'un parti? Est-ce que vous trouvez normal que vous avez les sénateurs qui sont issus d'aucun parti politique, lequel vous savez qu'il faut passer par des députés provinciaux, qui eux sont issus de partis politiques, et vous sortez sénateur? On ne se pose pas la question comment? Vous trouvez normal que des gouverneurs qui ne sont pas membres d'un parti politique, donc ne sont pas élus, qui devraient être élus par les siens d'abord, et pour faire le consensus avec d'autres, mais ils sont issus d'aucun parti politique. Mais les indépendants existent aussi. Oui, il y a les indépendants, des cas comme ça d'indépendants. Enfin, lorsque vous dites que vous êtes dans un parti politique, c'est pour concourir au pouvoir, à tous les échelons. Et vous vous retrouvez comme ça, dans des jeux parfois, dont vous savez lesquels, où vous êtes sénateur, vous ne participez pas, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous êtes gouverneur, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, et vous retrouvez gouverneur, vous retrouvez sénateur. Mais ça, je trouve qu'il faut que nous mettions d'accord pour changer. Et il n'y a pas 36 manières de changer ça. Il faut passer par une révision de la Constitution. Attendez, mais vous avez dit 4 articles à réviser. 10, 13, 51... En ce qui me concerne, je ne dis pas que j'ai la parole à vue. Moi, je dis que cette commission-là, nous verserons au niveau de la commission ce que nous pensons être nos inputs. Et il appartient maintenant, je veux dire, à ces experts qui viendront de tous bords. Oui, mais que pensez-vous de ceux qui, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, qui estiment que cette Constitution a été conçue et pensée, et d'ailleurs les cheminements même de sa production a été dévoilé, conçu par les étrangers, et que le Congo a besoin d'une nouvelle constitution qui va fonder sa légitimité et son authenticité. C'est une pensée qui se développe aujourd'hui. Et pour satisfaire les belligérants, pour tes complices. Voilà, donc, et j'ai encore la parole, je peux poser une question. Vous avez été à Saint City et vous êtes de ceux qui ont mis en place ce qu'on a appelé les pactes républicains, en pensant que ces pactes-là, est-ce que ces pactes-là peut-il survivre à cette révision de la Constitution? Pour ceux qui ne le savent pas, le pacte républicain voulait que, comme nous sommes des belligérants et que nous mettons fin à la guerre, alors désormais, personne ne peut faire de mandat. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais c'est un agreement gentleman. Donc vous avez été là, vous avez signé ce pacte républicain. Alors donc je pose donc ces deux questions sur l'origine de la Constitution et sur le pacte républicain. L'origine de la Constitution, vous parlez celle de 2006? Oui, bien sûr. Mais c'était les trois belligérants qui se sont mis d'accord, et la société civile a participé là-dessus aussi, pour pouvoir rédiger cette Constitution. Et ce n'est pas un secret, vous le savez, il y a eu des experts étrangers qui ont fait ça, et pas des moindres. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a eu des... On parlait même qu'elle aurait été même approuvée par le Parlement belge. Je n'irai pas jusque-là, mais je sais qu'il y a des grands experts internationaux, des grands fonctionnaires de l'État internationaux qui nous ont aidés comme experts dans l'architecte de cette Constitution. Pardon? C'était pas un dictat? Non, c'était pas un dictat. Mais en tout cas, bon, je veux dire, on s'est mis autour d'une table. La Constitution, c'est aussi un travail de spécialistes, qu'on appelle ça le droit constitutionnel, et des constitutionnalistes. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc on a eu des amis à ce moment-là qui voulaient aider et qui pensaient aider. Mais ça a été voté par qui en fin de compte? Par les Congolais. Ouais. Pacte républicain?
Et le pacte républicain était un pacte qui disait qu'à un moment donné, aujourd'hui, il faut qu'on fasse table rase et qu'on puisse penser à l'avenir de ce pays. Et qu'on se mette tous autour d'une table pour pouvoir arriver. Et l'objectif, c'était quoi? C'était d'abord de refaire l'État congolais qui n'existait plus là-dessus. En refaisant l'État congolais, il fallait qu'on puisse se choisir et aller vers ce qu'on appelait les élections, qui devaient intervenir dans les 2 ans normalement, mais on avait prévu dans les accords qu'on pouvait prolonger, je veux dire, là-dessus, et qui a fait 3 ans. Mais parmi les articles qui pourraient vous intéresser, il y a celui qui concerne les 2 tours. Ça ne vous intéresse pas? Mais ce sont des choses également qu'on peut reparler, puisqu'il y avait le 2 tours en 2006. Ensuite, l'ancien président a révisé et passé, je crois, en 2011. En 2011, là-dessus. Mais je veux dire que c'est tout un débat qu'on peut avoir. Là-dessus, pourquoi est-ce qu'il est passé à un tour? On dirait que c'est pour les raisons financières. Bon, est-ce que ces raisons financières existent toujours? C'est possible. C'est tout ça qu'il faut voir. Vous avez bénéficié du second tour. Oui, bien sûr. Ça a été et nous avons gagné, d'ailleurs. Enfin, vous le savez. Enfin, en tout cas, la CENI a dit que... Oui, mais attendez, soyons sérieux. La CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé non. Le président Kabila comme vainqueur. Vous savez, juste après, quand j'ai quitté le pays en 2007, j'ai rencontré certaines personnes au niveau de l'Europe qui m'ont donné les vrais résultats et qui m'ont dit ce qui s'est passé. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. J'écrirai à un moment donné. La constitution de 2006, c'est la constitution des belligérants qui a fait la part belle au chef de guerre, disent certains. Exemple, à l'époque, c'était pour soit pacte républicain, soit pour empêcher que certains, ou pour faire que certains signent sans crainte de poursuites futures. Cette constitution qui crée des personnes qui sont au-dessus des lois, des chefs d'institution, qui ne peuvent pas, après avoir travaillé, être poursuivis en justice. On va pas citer des cas, il y en a un emblématique, hein, on a souvent parlé des cas emblématiques. Vous n'avez pas peur que cela aussi ne vous profita plus ? Écoutez, je suis étonné que vous doutiez à mon niveau que je pourrais craindre la moindre chose. Non, je parle de ces avantages de l'ancienne constitution, de l'actuelle constitution, pardon. Mais je crois justement, alors, c'est que la question que vous posez mérite une réflexion. Mais elle va se faire où ? Si je vous comprends bien, à travers cette commission. Si je vous comprends, mais pour vous, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Il n'y a pas une option qui est élevée. Ce n'est ni la révision, ni les changements, mais la réflexion. Mais le président a été clair. Il met en place une commission qui va être composée de personnes de tous bords. Et ces personnes vont réfléchir. Mais je crois que chaque parti, la société civile, va pouvoir mettre en place ces réflexions et les verser de la commission. J'imagine pas que la commission va prendre... va avoir 1000, 2000 personnes quand même là-dessus. On ne pourrait pas faire une commission sérieuse. Vous n'avez pas peur que l'opposition autour de ce projet fasse imploser ce pays? Non, mais... Le nombre de gens qui sont contre ce projet que le président a initié. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses. Lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement, avec une haine viscérale, le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume,
mais qui prônait, il n'y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle. Je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé. Votre ancien directeur de cabinet. Et qui est brillant. Mais pourquoi soudain? Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je dis, bon, ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention à ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. On parle de la révision de constitution, au changement de constitution. Et si, au bout, la crainte des autres s'avérait vraie et que, chemin faisant, la conclusion serait que Félix Tshisekedi pourrait effectuer un 3e mandat, vous diriez oui ou vous diriez non? Mais, vous savez, avant que je vous dise ce que je vous ai dit ici, moi je parle avec le président. Et nous parlons de toutes ces questions. Le président a été très clair à Eziro, a été très clair à Lubumbashi, là-dessus. Et le fond de sa pensée, ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Tel que certains voudraient manipuler la population là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Donc, faisons confiance. Cette commission, il y aura tout le monde. L'opposition va jouer son rôle. Le pouvoir va jouer son rôle. Mais, je vous dis, il est interdit d'interdire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire, il est interdit d'interdire. On ne va pas interdire cette commission de fonctionner. On va aller de l'avant. Et je vous dis, je n'ai pas le monopole du savoir. Moi, je vous ai simplement dit, voilà ce que je pense que oui, on pourrait discuter dans cette révision constitutionnelle. Certainement que d'autres constitutionnalistes, d'autres partis politiques viendront. Mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et on peut réfléchir, nous les Congolais, sans pouvoir nous tirailler? La France a changé sa constitution, je crois que c'était en 2008. Des amendements révisés. La 5e révisée, c'est 58. Révisé là-dessus. Je ne parle pas de la Belgique, le Caire, d'autres pays d'Afrique ici, également ont révisé leur constitution. Dont beaucoup en Afrique ont permis au président de... Ça, c'était autre chose. Je dis simplement, c'est qu'on peut se mettre autour d'une table. Et je vous dis, le président est quelqu'un de raisonnable. Il n'est pas insensé. Mais si, c'était là ma question, un 3e mandat s'ouvrait à lui, vous le suivriez? Mais je me demande, et je vous demande, moi j'ai entendu ce que le président a dit, encore à Iziro. Il dit, je ne suis pas dans la perspective de ceux qui sont en train de vouloir enflammer le pays. Je n'ai pas demandé un 3e mandat. Il a dit. Il a dit, pas simplement en privé, il a dit en public. Mais il a dit, mettons en place une commission qui va discuter de ces questions-là. De quoi a-t-on peur?